Donc, bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Cazenave, Bonsoir. merci d'être venu, de nous faire l'honneur de venir. Merci pour votre invitation. Donc ce soir c'est une entrevue citoyenne. Donc la Jeune Chambre économique a pour objectif d'être participer au débat politique et au débat citoyen. Donc je vais vous présenter un peu la Jeune Chambre dans ses grandes lignes et après on va passer directement à l'interview sur le programme et sur les questions que nos membres ont voulu vous poser. Donc la Jeune Chambre économique de Bordeaux existe depuis plus de 60 ans. Donc on est une association de jeunes entre 18 et 40 ans. Notre but, c'est d'innover, de créer des projets impactants sur le patrimoine. On est un incubateur de leaders citoyens. Notre but aussi, c'est de participer et après, plus tard, d'être dans les instances importantes aussi. Et on a 4 axes principaux de travail qui sont agir pour l'emploi, développer l'économie, préserver la planète et aménager le territoire. Donc notamment nos questions se porteront sur ces axes-là. On fait partie d'un mouvement plus grand, donc la Jeune Chambre économique française. On est environ 2000 membres en France. On fait partie aussi d'un mouvement international, GCI. On a plus de 200 000 membres. Voilà. Et le but, c'est d'offrir aux jeunes les opportunités de se développer par la formation, donc prise de responsabilité dans les actions, et aussi par des formations. On a une bibliothèque de formation assez vaste. Donc lors de nos événements, nos congrès, voilà. Donc on veut être un acteur du territoire. Et on veut agir sur notre patrimoine. Donc après, je vais me présenter personnellement et chaque personne de la Jeune Chambre pourra se présenter. Donc c'est le même format, bien sûr, que moi. Donc, Alexandre Barbet, j'ai 38 ans. Aujourd'hui, je suis président de la Jeune Chambre. Dans la vie, je suis gestionnaire clientèle. Je travaille pour Domo France. Et notamment, je gère les quartiers sensibles et sur Lormont-Génicard. Et mon rêve pour Bordeaux, même si je ne suis pas directement bordelais, puisque j'habite à côté de Saint-Émilion, c'est que Bordeaux continue d'être attractif et de faire rêver les gens du monde entier. Et je pense que chacun peut s'exprimer. Je m'appelle Sandrine Misson, j'ai 33 ans, je suis avocat en droit public des affaires, donc manie. Mon rêve pour Bordeaux, ce serait pouvoir respirer à Bordeaux. Voilà. On peut comprendre ça dans plusieurs déclinaisons, bien sûr. Je m'appelle Selma Elayel et je suis étudiante. Bonjour, donc je m'appelle Jamel Zagoni, je suis étudiant donc en licence de droit et à côté de ça je suis aussi salarié en entreprise, donc réceptionniste de nuit, petite auberge au centre-ville. Et mon rêve pour Bordeaux, c'est de pouvoir continuer à pouvoir vivre sereinement et avec durabilité. Voilà. Camille Tellier, donc moi j'ai 28 ans, je suis gestionnaire technique bâtiment. Et moi pour Bordeaux, je vais dire quelque chose de simple, une ville avec moins de bouchons. Donc, Stéphane, donc dans la vie, moi je suis informaticien, et on vient de me piquer mon rêve. C'est vrai que j'ai roulé sur la rocade le matin et le soir, c'est compliqué, mais ça prend beaucoup de temps. Tout à fait, on y reviendra. Moi, je suis Wael Lokil, je suis de formation architecte. Mon rêve pour Bordeaux, c'est qu'elle soit plus accessible pour les personnes aînées, parce qu'il y en a de plus en plus et il faut prévoir des solutions à long terme pour ça. Très bien. Donc Chantal Boalba, moi j'ai 36 ans, donc j'étais présidente de la Jeune Chambre en 2015 et aujourd'hui je suis conseiller Césaire pour la Fédération des Jeunes Chambres économiques de Nouvelle-Aquitaine. Et à titre professionnel, je suis secrétaire générale de la CPME Gironde et Nouvelle-Aquitaine. Alors mon rêve pour Bordeaux, ce serait donc d'avoir une ville plus inclusive et une ville qui rayonne à l'international. Moi je m'appelle Jean-François, j'ai 33 ans, je suis membre de la Jeune Chambre économique depuis 7 ans. J'ai été président dans une autre Jeune Chambre économique, parce que c'est aussi ça la force de la Jeune Chambre, c'est qu'on peut commencer son parcours Jeune Chambre dans une ville et le continuer dans une autre. Et bien que je ne sois pas directement habitant de Bordeaux, j'ai quand même un rêve, c'est que la place pour les vélos soit encore plus importante à Bordeaux et qu'on en fasse une vraie ville cyclable. Donc, Stella Berthier. Alors moi je suis particulièrement contente de vous rencontrer ce soir, puisque je suis conseillère emploi dans
une Ah. entreprise de service public que vous connaissez bien. Pôle emploi. Voilà. Donc, mon rêve pour Bordeaux, donc c'est le même que celui d'Alexandre, mais sur une déclinaison plutôt axée emploi, et donc d'attirer davantage les entreprises. Voilà. Plus de recrutement. Alors, Diane Roussel, 29 ans. Si vous m'avez posé la question il y a 2 mois, je vous aurais dit que je bossais encore dans la promotion immobilière. Aujourd'hui, en 2020, je vais plutôt vous dire que je suis en train de créer une activité qui tournerait autour des rencontres du territoire, rencontres touristiques pour un public international. Donc, mon souhait pour Bordeaux, ce serait de pouvoir le faire en toute conscience et en durabilité pour ne pas sursaturer la ville et le faire dignement et correctement. Sonia Degrèze, j'ai 31 ans, je suis avocate en droit du travail. Au sein de la Jeune Chambre, je fais partie du bureau, je suis directrice de la commission Fête des métiers. C'est un projet autour de l'emploi et du développement du territoire bordelais co-construit avec la députée Catherine Fabre. Et je dirais que mon rêve pour Bordeaux, c'est gérer cette problématique du logement, parce que moi je suis électrice à Bordeaux et je vis à Bordeaux. Voilà. Merci à tous. Et moi. Et oui, Afida. Excuse-moi. Vas-y. Bon, Afida Elayad, colistière de Renouveau Bordeaux, ancienne membre Jeune Chambre de Tours, Jeune Chambre de Bordeaux. Je suis fonctionnaire justice, responsable budgétaire. Mon rêve pour Bordeaux, une vie pour tous. Parfait. Et donc, je pense qu'on va passer à vous. Allez. C'est Cazenave. Alors, dans les grandes interviews, donc si vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes votre programme en une petite dizaine de minutes, ou moins si vous voulez. C'est comme vous voulez. Maximum 10 minutes. Et après, on aura 4 grandes questions donc, autour de l'emploi, l'économie, l'aménagement du territoire et la préservation de la planète. D'accord. Et ensuite, donc, on vous a soumis un peu les thèmes. Et ensuite, on a imaginé 2 ou 3 questions un peu plus impertinentes. Voilà. Que je vous poserai. Donc, Très bien. À vous la parole. Bon, très bien. Je vais peut-être vous dire 2 mots de moi quand même. Moi, je ne pourrais plus être membre de la Jeune Chambre. J'ai 41 ans. Ah. Mince. Bon, j'ai 41 ans, je suis né. Alors, moi, je suis bordelais, je suis né ici. J'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici, puis j'ai eu une carrière professionnelle essentiellement parisienne, même si j'ai gardé tout mon ancre ici à Bordeaux. J'ai exercé différents métiers dans différentes institutions. À l'inspection générale des finances, où j'ai commencé ma carrière, chez Orange en entreprise. Au service public de l'emploi, chez Pôle emploi, pendant 4 années et demie. Magnifique expérience. Ça reste un très très bon souvenir pour moi. Auprès d'Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Puis délégué interministériel à la réforme de l'État. C'est-à-dire j'avais en charge le programme de réforme de l'État, puisque j'avais notamment dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron œuvré sur ce sujet-là pendant l'élaboration du programme. Voilà, je pense que c'est bien de se présenter quand même avant d'attaquer le... Et moi, mon rêve pour Bordeaux, ça serait d'en faire la ville de demain. La ville de demain, c'est quoi? Comme ça me permet de dire un peu quel est le projet que l'on porte avec Renouveau Bordeaux. C'est une ville qui réconcilie son attractivité. Je souhaite que ce soit une ville, un territoire qui réussit économiquement, qui réussit sur la scène nationale, européenne, internationale, et en même temps, qui réussisse à être une ville plus humaine, plus en proximité. C'est pour ça qu'on porte, et j'y reviendrai, un des axes forts de notre projet, c'est de transformer la ville et de la construire autour de 16 quartiers. Parce que je suis persuadé que plus une ville est attractive, plus elle accueille, plus elle se développe, elle se métropolise, plus on doit développer la maille la plus fine, celle autour de laquelle on vit, on structure les liens sociaux, on organise notre vie, et je pense que les quartiers, c'est l'armature de notre vie dans la ville. Et c'est elle qu'il faut renforcer. Et on a structuré toute notre vision autour de la ville, et de la ville de demain, autour de la maille des 16 quartiers. La ville de demain, c'est la ville aussi qui se réconcilie avec l'enjeu de la transition écologique. Et on a, en cette matière, vous disiez, vous voulez une ville qui respire. Une ville qui respire, c'est pas que ça, c'est une ville qui respire démocratiquement, économiquement, mais sur ce plan-là, sur la transition écologique, je pense que c'est une ville qui prend sa part. Et aujourd'hui, on ne prend pas complètement notre part. C'est à la fois une ville qui rattrape son retard sur la place de la nature dans la ville, mais aussi le développement des mobilités douces. On y reviendra, on porte une ambition forte sur la place
du vélo, c'est une ville qui gère différemment ses déchets, c'est une ville qui innove pour réussir la transition écologique. Et puis la ville de demain, c'est un peu, c'est la ville qui réussit à, je dirais, à être sur le coup d'après, sur le plan économique. Par exemple, bon, on est très structuré ici, c'est le vin, c'est le tourisme, c'est l'aéronautique. Mais c'est quoi le secteur économique de demain? C'est quoi la ville qui innove sur le plan culturel? Donc, je voudrais aussi qu'on quitte, et on est en plein dans le débat politique, juste la culture de l'héritage pour pouvoir se projeter dans la décennie qui vient. Et ça me semble fondamental. Voilà, et tout notre projet aujourd'hui, il est structuré autour de cette ambition-là. D'abord, et Afida le disait, nous on a pour ambition d'en faire une ville pour toutes et tous. Et vous l'évoquiez en disant la problématique c'est le logement. C'est vous qui l'évoquiez à l'instant. Moi je suis très inquiet, je vais vous dire, moi j'ai eu la chance il y a une grosse dizaine d'années, avec ma femme qui était enseignante ici, moi je commençais juste comme jeune haut fonctionnaire, d'acheter ma première petite échoppe, barrière de Pessac, rue Quintin. Je pense qu'aujourd'hui, 15 ans après, si je m'engageais exactement dans les mêmes circonstances, je ne serais pas bordelais. Voilà, je ne serais pas bordelais. Alors c'est peut-être pas très grave, vous allez me dire, c'est pas très grave, mais je crois quand même que si on perd nos classes moyennes, si on perd nos jeunes actifs, si on perd celles et ceux qui font fonctionner la ville, très difficile de recruter des soignants à l'hôpital, de recruter des policiers municipaux, des commerçants qui débutent. Je crois que c'est une ville qui va finir par s'atrophier. Et je crois que la question du logement, elle est fondamentale dans nos projets de ville. Parce qu'on ne peut pas faire juste une ville très polarisée où en gros il y a des CSP+, il y a des gens qui ont du patrimoine, il y a encore du logement social, très bien. Au milieu, on est où? Et donc, faire une ville pour toutes et tous, c'est pour moi un enjeu fondamental. Le deuxième sujet pour faire cette ville de demain, c'est effectivement une ville de demain, c'est une ville où on vit bien, c'est une ville où on se déplace, c'est une ville où on crée des emplois, on innove, mais pour ça il faut pouvoir se déplacer. Il faut pouvoir se déplacer, je pense à vous deux derrière qui avez dit au fond aussi, je crois que vous avez dit faire sauter les bouchons et vous la rocade. Et je crois que c'est un enjeu fondamental. On n'a pas, la ville s'est développée sans prévoir les modalités de transport adaptées. Et on a un double enjeu là pour réussir la question de la mobilité, c'est d'abord le faire vite et le faire sans avoir des capacités d'investissement de milliards d'euros à mettre, parce que la situation financière de la métropole est... Donc ça nous oblige à être innovants aussi. Comment est-ce qu'on innove sur la mobilité? Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas tout essayé. On n'a pas tout essayé sur la rocade. Moi, je porte un projet de transformation de la rocade en grand boulevard métropolitain pour résoudre ce point noir de la métropole. C'est aussi utiliser toutes les infrastructures différemment plutôt que promettre des infrastructures nouvelles qui arriveront dans 25 ans. Comment j'utilise différemment le rail en développant le RER métropolitain? Comment j'utilise différemment les rues en disant mais oui, les Bordelaises et les Bordelais, ils ont adopté le vélo. Ils vont d'ailleurs plus vite que les infrastructures, il y en a partout et maintenant tout le monde dit c'est l'anarchie, les vélos, les voitures, les piétons. Donc comment j'implante 200 km de pistes cyclables à vélo pour réussir cette mutation-là? Comment j'utilise différemment la Garonne pour arriver à traverser entre la rive droite et la rive gauche sans attendre 25 ans pour avoir un pont? On peut imaginer de nouvelles solutions pour se déplacer sans attendre de nouvelles grandes infrastructures. Donc c'est ça le projet que l'on porte sur la mobilité et le changement, c'est de dire utilisons différemment les infrastructures qui sont là. Et ça demande d'être innovant, on y reviendra, sur le numérique, sur le regard que l'on porte sur nos infrastructures. Réussir la transition écologique, bien sûr, je vous l'ai un peu dit en introduction, c'est certes rattraper notre retard, mais c'est surtout en faire de la transition écologique un axe transversal et y compris un axe de notre propre développement économique. Je suis persuadé qu'on peut faire rimer transition écologique et innovation. Et qu'on n'en reste pas aux sujets qui sont importants, de place de la nature dans la ville. Il va falloir reconquérir la ville avec du végétal dans la ville parce qu'elle est très en retard. Mais surtout nous projeter dans l'avenir. Comment on en fait un secteur qui crée des emplois? Comment est-ce qu'on mobilise notre université, nos écoles, nos centres de recherche, nos associations pour en faire un axe de développement de nos territoires? Je trouve que la transition écologique, ça peut être demain ce qu'a été l'aéronautique dans les années 60, quand Chaban-Delmas y a implanté l'aéronautique militaire. Voilà, on va créer des emplois, on va faire plus que rattraper notre retard, plus que prendre notre part, on va faire même un secteur de développement économique. Notre projet, puis je reviendrai dans la discussion, moi je pense que pour réussir, puis comme vous dites, vous êtes des acteurs engagés, et c'est bien de vous intéresser
aussi à la vie politique. Chacun prend sa part. Il nous faut quand même 2 ruptures démocratiques localement pour y arriver. La première, celle que nous portons, avec Afida et d'autres, c'est qu'on a la conviction que cette ville, elle a besoin de respirer sur le plan démocratique. Et pour respirer sur le plan démocratique, il faut aussi insuffler un nouveau souffle. C'est quand même mieux pour respirer. Et pour ça, il faut renouveler la vie politique locale. Moi, j'en ai pas fait de la politique et d'un mandat d'élu un métier. Et je pense que quand je regarde les concurrents, la grande différence aussi entre nous trois, moi ça fait pas 25 ans, 30 ans que je fais de la vie politique locale, et je crois qu'il faut pouvoir, si on veut à un moment changer le regard sur les questions de mobilité, de transition écologique, de développement économique, il faut amener de nouvelles personnes à exercer des mandats. Et ce que l'on porte ensemble, c'est ça, c'est l'idée qu'il faut amener d'autres engagements, et qu'on n'est jamais propriétaire d'une vie, d'un statut, d'une fonction. Et la deuxième rupture qu'il va nous falloir engager, c'est la métropole. Parce qu'aujourd'hui, les grands obstacles à notre développement, tous les sujets qui concernent Bordeaux, en fait, ce sont des politiques, des enjeux qui sont métropolitains, qui ne se décident pas dans le périmètre de Bordeaux seul, ou dans le périmètre de Pessac seul, de Florac seul, de Lormont. Vous dites d'intervenir à Lormont, c'est ça? Bon. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est que notre développement, il est entravé par l'absence d'une bonne gouvernance métropolitaine. C'est la somme de 28 communes. C'est un peu comme l'Europe. Si on n'arrive pas à lui donner, un socle et une force politique, on n'arrivera pas à la développer de manière harmonieuse. Sur le plan de la mobilité, on étend le tram de plus en plus loin, alors qu'on sait que ce n'est pas les bonnes solutions. Et sur le plan politique, c'est des donnants-donnants entre maires. Sur le plan du logement, sur le plan de la gestion des déchets, très en retard, par exemple, moi je pense qu'il faut collecter nos biodéchets, qui représentent quasiment la moitié de nos poubelles. C'est une compétence métropolitaine. Et pour ça, je pense qu'il y a une seule solution. Il faut que, non pas le 15 mars, hélas, puisque la loi est ainsi faite, et elle n'a pas été portée par les élus actuellement, il faut que la prochaine échéance, on puisse élire les conseillers métropolitains au suffrage universel direct. Qu'en plus qu'un débat sur Bordeaux, en choisissant des équipes bordelaises sur le projet pour Bordeaux, puissiez-vous vous exprimer sur quelle est la vision de la métropole que vous voulez. Une vision plus grande, plus petite, une métropole plus grande, plus petite, comme ci, comme ça. Or, aujourd'hui, personne ne pose la question. Parce que chacune et chacun d'entre vous, vous habitiez, vous allez voter pour un candidat municipal. Et donc, je crois que c'est ça les 2 ruptures qu'on doit engager. Bon, voilà en quelques mots, hein, je ne veux pas être trop long, puis je veux qu'on puisse échanger surtout. J'aurais dû venir avec des programmes d'ailleurs. J'en ai. Ah, il faut qu'on vous donne. Il y a des émissions, la propagande. C'est de la bonne propagande. Hein. Merci, mais de toute manière. Alors oui, comme ça on va pouvoir rentrer dans le détail. J'ai pas voulu trop, comme je sais que vous avez des questions, déplorer. C'est très bien, en plus il y a certaines des questions qui évoquent des sujets que vous avez posés, donc on va pouvoir approfondir. D'accord. Le premier sujet donc, qui tournait autour de l'emploi, mais bon, c'était pour un peu trouver une excuse, mais on constate qu'il y a de nouveaux jeunes bordelais, et par jeunes bordelais j'entends des nouveau-nés, qui viennent d'ailleurs de parents bordelais ou de parents qui viennent d'arriver à Bordeaux, et pour l'avoir vécu, on constate un manque de place important en crèche. Auprès des assistantes maternelles également, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc je pense qu'il y a une importante carence de l'offre de ce côté-là. Oui. C'est de la compétence pour le coup de la commune. Donc qu'est-ce que vous proposez à ce sujet, à sachant qu'également c'est un secteur qui pour le coup peut porter de l'emploi, c'est un secteur qui est créateur d'emplois. Et est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre en lien aussi avec les seniors, et je sais que ça existe de manière plus anecdotique à Bordeaux ou dans d'autres villes, un lien entre structure pour les jeunes enfants et structure pour les personnes âgées, faire de l'intergénérationnel, voilà, ça apporte beaucoup des 2 côtés. Est-ce que c'est dans votre programme, dans vos idées, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, c'est difficile pour les jeunes couples de faire garder leurs enfants dans Bordeaux. C'est vrai, à la fois parce qu'il n'y a pas assez de place dans les structures collectives et dans les choix que nous on a fait, parce qu'on ne peut pas tout promettre. Je l'ai dit, j'espère que les électeurs seront sensibles aussi au fait qu'il faut faire des choix et qu'on ne peut pas tout promettre. Et je lis certains programmes qui honnêtement, on est filmé, je ne devrais pas le dire, mais c'est un peu la foire à la saucisse. Il y en a partout, on promet tout, mais franchement il faut faire des choix. Bon. Et nous on a fait le choix de dire qu'il faut qu'on continue à investir sur cette mission-là, politique publique-là, parce que d'abord c'est bon pour les enfants aussi de pouvoir être accueillis dans des structures collectives, parce que c'est des fois un déterminant pour accéder à l'emploi pour
les parents. Comment voulez-vous rechercher un emploi qu'on n'aurait pas, qu'on ne peut pas confier à vos enfants? Et donc, on doit pouvoir ouvrir davantage de places en crèche. Et ça fait partie de notre projet, 600 places en crèche supplémentaires, qui ne résoudra pas tous les problèmes. Pourquoi? Déjà, je vais vous dire, une des premières difficultés qu'on constate dans les crèches, déjà, c'est que pour offrir des places en crèche, il faut qu'on ait des aides puéricultrices. Et maintenant, il y a une vraie difficulté à les recruter. Pourquoi? Parce que tout est lié. Parce qu'effectivement, une ville qui a vu ses loyers et ses prix à l'acquisition exploser, c'est une ville qui ne permet plus à celles et ceux qui sont auprès de nos enfants de s'y loger. Donc, ils ou elles habitent de plus en plus loin. Donc, pour moi, la question du logement, elle est aussi un préalable au fait que l'on puisse demain avoir des services publics qui fonctionnent. Donc, les sujets sont quand même liés, si vous voulez, les sujets sont liés. Donc il faut effectivement à la fois construire du logement social, imaginer de nouvelles solutions de logement, on y reviendra peut-être. Moi je porte un projet, je crois, différent, de dire qu'il faut que la ville investisse dans le foncier, investisse dans le terrain pour ensuite mettre à disposition des logements, à la location comme à l'achat, nettement moins chers. Pourquoi? Parce qu'une ville qui perd ses classes moyennes et celles et ceux qui font le service public, honnêtement, c'est une ville qui ne fonctionne plus. Après, vous avez évoqué un sujet qui me semble fondamental, c'est l'intergénérationnel. Est-ce que ça, c'est un bon levier? Il y a 2 leviers supplémentaires qui me semblent devoir être activés, c'est l'intergénérationnel et l'associatif. L'intergénérationnel, c'est qu'il y a un bon exemple où à un moment, ça... Vous m'avez dit, on s'est croisés à Nansoutier ou Saint-Augustin? Saint-Augustin. Saint-Augustin, je trouve que Saint-Augustin, c'est probablement le quartier qui investit le plus cette question de l'intergénérationnel. Alors, pour un sujet qui n'est pas celui de la garde d'enfants, mais pour tout le monde, vous ayez en tête que, par exemple, moi je suis très frappé, parce que c'est un des seuls quartiers où ça fonctionne comme ça, le vendredi à la sortie de l'école, sur la place Saint-Augustin, à 16h30, vous avez une association, faite essentiellement de retraités, qui offre le goûter aux enfants, qui sortent de l'école, qui viennent avec leurs parents, les parents qui se retrouvent au café de la place. Et vous avez à Saint-Augustin un vrai moment, je trouve, intergénérationnel. Et là où je trouve que c'est intéressant, et c'est quand même très lié aussi à la vie associative, on discutait avec les JSA. JSA, c'est la maison de quartier de Saint-Augustin. Ils explorent ces champs-là en disant comment est-ce que je peux être plus présent sur les seniors, sur le périscolaire, comment je peux offrir d'autres solutions. Et donc moi je crois que ce n'est pas nous toujours qui allons faire directement, mais on doit aider les associations à imaginer de nouvelles solutions, en mobilisant aussi parfois de très jeunes retraités qui sont très actifs, qui peuvent donner des coups de main, encadrer du périscolaire. Et donc je crois que ça passe par l'associatif. Mais les maisons de quartier que vous avez à Saint-Augustin, on n'en a pas dans tous les quartiers. Les nouveaux quartiers, par exemple, ils sont quand même peu pourvus en tissu associatif. La Bastide, Bordeaux-Maritime, Euratlantique demain. Donc il faut aussi s'appuyer sur ce qui était une des réalisations qui remonte à Chaban, qui était à Jacques Chaban-Delmas, qui était une vraie innovation. Il faut qu'on l'encourage pour imaginer ces nouvelles solutions. Merci. Du coup, je vais faire une petite transition avec l'aménagement du territoire. Vous parliez du logement. Donc vous avez fait constat à un manque de logement. Il y a aussi quand même beaucoup, on voit en se promenant dans le centre de Bordeaux, de logements insalubres, d'immeubles qui ont l'air fermés. Oui. Alors, tout en restant encore une fois dans les compétences de la ville, sachant que c'est des logements la plupart du temps privés, donc c'est compliqué d'inciter les propriétaires privés à rénover leur logement. Alors, vous avez parlé d'une politique d'achat de logements par la ville aussi. Oui. Enfin, voilà, si vous alors, expliciter un peu votre... oui, c'est vrai qu'il y a quand même un gâchis énorme dans la ville, c'est que vous avez 10 000 logements vacants. 10 000 d'après l'INSEE, c'est le dernier recensement. Alors peut-être qu'aujourd'hui on est à 8, peut-être qu'on est à 11, je n'en sais rien, les derniers chiffres, c'est vrai. Et c'est un gâchis énorme. Parce qu'on voyait qu'à la rentrée étudiante, vous avez des étudiants qui dorment dans leur voiture, ou même des fois de jeunes salariés qui ont trouvé un emploi sur Bordeaux, qui, après avoir fait 1 mois, 2 mois de Airbnb, qui quand même leur coûte, qui leur conduisent à emboutir tout leur salaire dans Airbnb, c'est quand même un énorme problème. Donc nous, on a dit, on ne peut pas en rester là. On ne peut pas juste se dire, ah, c'est comme ça, c'est le marché. On souhaite contacter tous les propriétaires. Parce on peut recenser avec la Direction Générale des Finances Publiques. Et ensuite leur dire, bah, attendez, pourquoi vous ne mettez pas ce logement sur le marché?
Pourquoi vous ne le mettez pas à la location? Pourquoi vous ne le mettez pas à la vente? Peut-être que certains d'entre eux n'ont pas les moyens de rénover leur logement, de le réhabiliter, donc on peut les aider. Il y a des aides de la métropole qu'il faut mobiliser, mais faut-il encore qu'ils les connaissent. Donc les aider à remettre sur le marché. Moi je pense qu'on peut remettre des milliers de logements sur le marché. Il y a aussi des propriétaires, je vais vous dire, qui sont peu scrupuleux. Qui, parce que vous avez les prix des logements qui augmentent d'année en année, se disent je ne vais pas m'embêter avec un locataire, je vais attendre pour me faire un peu d'argent sans rien faire. Donc là, il faut appliquer strictement la taxe sur les logements vacants. C'est une taxe qui doit pouvoir s'appliquer par la Direction générale des finances publiques, les impôts. J'avais d'ailleurs, avec Dominique David, qui est une des 2 députés de Bordeaux, proposé, on a fait cette proposition au gouvernement, que les maires des villes qui sont en tension puissent moduler la taxe sur les logements vacants, en disant écoutez, maintenant ça suffit, quoi. Il faut que ça soit vraiment financièrement très coûteux de laisser fermer tout un immeuble ou des appartements alors qu'on a une tension terrible et qu'on est en train d'envoyer les gens de plus en plus bas. Donc ça c'est le premier axe. Deuxième axe, là où la ville honnêtement n'a pas bien pris ce virage, l'augmentation des prix de l'immobilier, c'est que les grandes villes habituellement, elles achètent du foncier. Elles se sont toutes dotées d'une capacité foncière, c'est-à-dire acheter des terrains. Pourquoi il faut acheter des terrains? Parce que ça évite la spéculation entre les promoteurs eux-mêmes qui rachètent des terrains, il y en a un qui propose 100, l'autre il vient vous voir le lendemain il vous croit 120, puis le lendemain 140, parce qu'eux ils manquent de terrain, ils veulent sortir. Et donc les prix de sortie à la location, à l'achat sont très élevés. Donc moi je dis qu'il faut que la puissance publique, elle impose sa vision et son intervention. Et à ce titre-là, je ne crois pas à une vision libérale, complètement libérale du marché du logement. C'est notre responsabilité de construire la ville, d'assurer que tout le monde puisse y loger, qu'on ait de la diversité d'une certaine manière. Et donc oui, on va acheter des terrains pour ensuite les revendre ou les louer et de se doter d'une capacité foncière. J'ai même chiffré à 300 millions d'euros avec des prêts de la Caisse des dépôts et consignations sur des périodes très longues pour permettre, avec des opérateurs de logements sociaux, de réintervenir dans la ville parce que le nerf de la guerre c'est quand même le foncier, de faire ce qu'on appelle la dissociation du bâti et du foncier. Alors ça a l'air technique comme terme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes la puissance publique, vous avez une dent creuse à côté, un parking, vous avez racheté le terrain, et puis vous confiez à un promoteur, un opérateur de logements sociaux, de louer ou de vendre des appartements sans le terrain. Donc du coup, vous, qui êtes candidat à l'achat ou à la location, on va vous faire un prix qui est deux fois moins élevé que le prix du marché. C'est ce que fait Lyon, c'est ce que fait Lille, c'est ce que s'apprête à faire Paris. Et moi, je pense que c'est fondamental. Dit autrement, il faut innover face à la crise du logement. Il ne faut pas juste la regarder comme ça, en étant un peu fataliste, en disant on n'y peut rien, hein, c'est l'attractivité. L'attractivité, elle commence à avoir un sérieux coût. Un coût social, un coût de qualité de la ville et de sa mixité. Donc c'est pour ça que nous, on veut investir dans les terrains. Merci. Vous l'avez évoqué, on en a parlé, donc se déplacer à Bordeaux, comme vous le dites, le vélo, on voit c'est un peu l'anarchie. Ici on se rend compte, si on fait un peu du vélo dans Bordeaux, que outre le centre-ville, c'est les boulevards qui sont assez dangereux et qui sont pourtant un axe de circulation pour se déplacer rapidement dans Bordeaux. Qu'est-ce que vous proposez pour aménager la circulation du vélo? Alors vous avez raison de prendre l'exemple des boulevards parce que en fait, moi je fais du vélo, d'ailleurs je suis arrivé au vélo. Les Bordelais, ils ont adopté le vélo massivement, mais il y en a encore plein, je veux dire, qui y renoncent parce que c'est trop dangereux. Et quand je suis sur les boulevards à vélo, objectivement, je trouve ça extrêmement dangereux entre le bus, la voiture qui sort de son parking, sans compter celui qui s'est garé sur la piste cyclable. Et donc on a un gros sujet. Moi je suis persuadé qu'on peut développer massivement le vélo dans Bordeaux à condition qu'on ait des pistes cyclables sécurisées. Ça permettra deux choses, d'abord de développer le vélo et aussi d'éviter un peu l'anarchie sur les trottoirs, parce que moi les piétons me disent aussi, ouais, moi les vélos c'est trop dangereux, parce que vous comprenez, on a les vélos sur le trottoir. Mais sur les boulevards, je dois dire que je comprends certains qui à vélo décident de monter sur le trottoir, parce que c'est effectivement très dangereux. Je comprends les parents qui disent à leurs enfants, surtout tu ne vas jamais sur la piste, sur les boulevards, parce que c'est trop dangereux. Donc il faut chacun son espace. Chacun son espace. Et donc sur les boulevards, donc nous on a proposé 200 km de pistes cyclables sur l'ensemble de la métropole. Pourquoi? Parce qu'on a calculé, on a regardé qu'est-ce qu'on peut faire en 6 ans. On n'a pas voulu juste signer des papiers en disant mais bien sûr 300, 400 km. On sait qu'on peut en faire 200 km sur les grands axes à Bordeaux et notamment sur les boulevards. Sur les boulevards, il nous faut une piste cyclable sécurisée en site propre.
mais aussi sur quelques grands axes qui permettent de sortir de Bordeaux, jusqu'à Mérignac, sur la rive droite, et éviter absolument les axes où on mélange tous les modes de transport à la fois. Je vous invite à prendre la rue Fondodège, je vous invite à prendre la rue Achard à Bacalan, où on a à la fois la voiture, le tram, le vélo. Effectivement, c'est quand même très dangereux parce que vous êtes focalisé sur ne pas mettre la roue dans le rail du tram, puisque vous avez une voiture derrière, le tram devant. C'est quand même particulièrement dangereux. Donc chacun son espace, et on va pacifier les rues comme ça. Excusez-moi, Oui. et par exemple les trottinettes, il faut leur espace aussi. Parce qu'elles regardent sur le trottoir et elles roulent sur la piste cyclable. Alors les trottinettes, moi je crois qu'il y a un sujet où elles sont problématiques, je trouve, c'est quand on en a partout garé de manière anarchique sur les trottoirs. Et donc je pense qu'il faut, dans la contractualisation avec les opérateurs là, qui interviennent sur Bordeaux, mettre dans la contractualisation avec eux que les trottinettes, elles doivent pouvoir être positionnées à des endroits bien définis. Il faut que ça reste la liberté. Donc il ne faut pas dire c'est toutes les 4 km et vous êtes là et votre trottinette où je vais la poser. Mais dans des marquages réguliers au sol, dans plein d'endroits de Bordeaux, mais il faut les regrouper, les mettre à des endroits bien définis. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver un matin, quand vous êtes avec votre poussette, avec une trottinette au milieu du trottoir, vous obligeant à descendre et que ce soit anarchique. Et puis moi je trouve que ça donne une mauvaise image de la ville. Voilà, ce désordre d'une certaine manière. Après, je pense que les trottinettes, elles peuvent prendre demain les pistes cyclables sécurisées. J'y vois pas d'incompatibilité dans l'usage. Le problème, c'est plutôt où est-ce qu'on les stationne. Et les scooters, on les voit ça. Et les scooters, c'est pareil, le positionnement des scooters. En revanche, les scooters, elles ne vont pas sur la piste cyclable. Une autre problématique sur la préservation de la planète, vous en avez un peu parlé. Alors, on avait imaginé 3 approches. Ouais. La première approche du point de vue du particulier sur le développement du compost, le recyclage des biodéchets. Vous avez des éléments dans votre programme là-dessus? Alors moi je crois que en matière de déchets, effectivement, on est très en retard. On est très en retard parce que sans aller jusqu'à San Francisco, il faut regarder un peu les villes, y compris en France, qui se sont vraiment engagées dans une meilleure gestion des déchets parce que notre empreinte sur la planète est quand même très liée à notre production de déchets. Et donc moi je crois que la véritable avancée qu'on doit faire à Bordeaux, c'est collecter nos biodéchets. Nos biodéchets, c'est entre un tiers et la moitié de nos poubelles. Et aujourd'hui, vous savez que tous ces déchets, ils vont dans nos poubelles et dans les 2 incinérateurs de la métropole. Ils sont brûlés, alors qu'eux-mêmes peuvent être source d'énergie propre. Nous pouvons en faire du biogaz, nous pouvons en faire tout un tas de sources valorisables finalement. Donc il faut les collecter. On doit permettre aux particuliers de faire leur petit compost, au cadre associatif ou individuel. En revanche, vu la quantité de biodéchets, on ne s'en sortira pas en mettant des composts de rue uniquement. Parce que si tous les jours vous livrez un tiers à la moitié de vos déchets au bout de la rue, on risque à être noyé par les biodéchets. Donc en fait, il faut les collecter. Et collecter en bas de chez vous. Donc ça, il faut organiser la collecte. C'est ça le vrai changement de la gestion des déchets. Et je dois dire que moi j'étais assez frappé, parce que comme on est en campagne électorale, vous pourrez lire les programmes, je pense que dans le programme de Nicolas Florian et Pierre Remy, qui s'engagent pour 0 déchet en 2026. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas faire 0 déchet en 2026. On ne peut pas faire 0 déchet en 2026 quand je ne dis pas moi, ils vont voter la prolongation des 2 grands incinérateurs à la métropole encore cet été, qui brûlent tous nos déchets. Donc la véritable étape crédible qu'il nous faut réaliser, c'est pas dire qu'on va faire du 0 déchet en 6 ans, c'est de dire qu'on va réduire d'1 tiers à la moitié nos déchets, qui partent ensuite à l'incinérateur, en collectant et valorisant les biodéchets. Et je veux dire, c'est possible de le faire. J'ai des amis qui habitent à Saint-Loubès, du coup je prends très souvent cet exemple-là, puisque depuis le 1er janvier, ils ont les petits sacs de collecte des biodéchets. Donc à Saint-Loubès, on vient collecter les biodéchets. Et la poubelle noire, elle réduit de taille, puisque vous n'y mettez plus un tiers à la moitié de vos déchets. Ça, c'est de l'écologie concrète. C'est pas incantatoire, ça veut dire on va faire 0 déchet. On le fait, quoi. On peut le faire, mais pour ça, il faut aussi remettre en cause toute la chaîne, jusqu'aux 2 incinérateurs.
Et donc, ne pensez-vous pas que le fait d'avoir, on prendrait une poubelle avec les biodéchets, une poubelle avec le papier plastique, une poubelle avec le verre, une poubelle avec... Bon bref, tout ça c'est l'éducation au tri des déchets. Et peut-être qu'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les gens ne le font pas, c'est peut-être un manque d'éducation. L'école primaire, c'est la compétence de la commune. Et que pensez-vous de mettre en place des ateliers d'éducation au tri des déchets dans les écoles, dès le début Alors nous, on a fait, vous verrez dans le programme que vous remettra Fida juste après, on a, sur la question de la transition écologique, on partage complètement ce que vous venez de dire, c'est que je pense qu'il faut qu'on investisse tout sur les jeunes générations. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on fasse des écoles, si on veut être fiers collectivement, les lieux emblématiques de la transition écologique. Et ça passe par plein de dimensions différentes. D'abord, on l'a un peu évoqué, il faut rattraper, je disais, la place de la nature dans la ville. Il faut commencer par revégétaliser toutes nos cours d'école. Il faut offrir à nos enfants une alimentation de qualité, bio, qui respecte des circuits courts, parce que c'est ça aussi notre empreinte écologique. Il faut que ce soit des lieux exemplaires sur la question du tri, du compost, et puis de la formation aux éco-gestes. Le bon tri, le respect des consignes, parce que je pense qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur à la maison vis-à-vis des adultes que les enfants qui ont été sensibilisés à cette question-là. Donc nous, on veut vraiment en faire les lieux emblématiques de la transition écologique, jusqu'à d'ailleurs, quand on repeint les écoles, quel type de matériaux on emprunte et tout ça. Vraiment, si on doit choisir un lieu dans lequel on fait et qu'on pousse tous les curseurs au maximum, ça serait nos écoles. Alors on a une commission au sein de la Jeune Chambre sur l'environnement et on a rencontré notamment, c'était Boulanger, c'est ça, hein, c'est le directeur de Boulanger, qui ne sait pas quoi faire de son polystyrène, et en fait on s'est rendu compte que plus généralement il y avait beaucoup d'entreprises qui ne savent pas comment retraiter certains déchets spéciaux, oui. Ils vont en déchetterie, les déchetteries peuvent être saturées ou pas, ou refuser de prendre en charge ce type de matériaux. Qu'est-ce que vous proposez pour aider? Je pense qu'on a une vraie saturation du tri des déchets des entreprises à l'échelle de Bordeaux et plus largement de la métropole. Qu'est-ce que vous proposez? Alors je ne suis pas sûr que ça marche pour le polystyrène, mais sur d'autres déchets, moi j'ai notamment vu, vous la connaissez peut-être, auprès de Bordeaux-Lac, la recyclerie. La recyclerie, c'est quoi? C'est des entreprises, des particuliers qui s'apprêtaient à jeter un bureau, du mobilier d'entreprise et qui déposent à la recyclerie. La recyclerie, ils font quoi? Ils désossent tout. Vous avez un atelier d'ébénisterie, ils fabriquent de nouveaux meubles, ils transforment les meubles, ils ont même un showroom, c'est-à-dire qu'ils vendent ensuite leurs créations, et à la fin, au bout du cycle, il reste quasiment rien en fait. Donc aussi, c'est toute la filière de réemploi qu'il faut arriver à structurer. Eux, ils ont envie d'ailleurs de s'étendre. Moi, je crois qu'il faut aider ce type de structure à pouvoir organiser toute la filière, à dire aux entreprises, ne jetez plus, venez confier ce que vous alliez jeter pour que ce soit ensuite transformé. Ce que je dis là, c'est sûrement pas valable pour le polystyrène, parce que je ne vois pas très bien ce qu'on ferait du polystyrène. Mais vous verriez la quantité de déchets en fait, qui étaient considérés comme des déchets qui recyclent, impressionnant. Après, il faut aussi que des entreprises comme Boulanger se disent, si je veux réduire mon empreinte environnementale, il faut peut-être que j'arrête d'emballer une grande partie de mes objets avec du polystyrène. Il y a peut-être des substituts au polystyrène. Comment les entreprises elles s'engagent aussi à ne pas produire des déchets pour lesquels on sait qu'il n'y a pas de réemploi possible. Voilà, avec des bases naturelles. Et là, je vais vous dire, on peut leur en parler. Je suis un peu moins vu de la mairie de Bordeaux en situation de le faire. Mais regardez la loi anti-gaspillage qui vient d'être portée à l'Assemblée sur l'utilisation des plastiques à usage unique, coton-tige, assiettes en plastique, couverts en plastique. Là, Brune Poisson vient de passer notamment toute la filière boulanger compris, de mettre dans tous les lave-linges maintenant des filtres à micro-organismes pour éviter de remettre micro-particules, éviter de remettre dans le cycle de l'eau les micro-organismes plastiques qui se retrouvent partout, vous savez, dans nos océans, dans l'eau. Donc, on a besoin des entreprises pour le faire, mais il faut aussi, elles, qu'elles s'engagent à adopter des comportements plus vertueux. Il faut un dialogue. Oui, c'est ça. Ben oui, non, mais c'est ça, on ne le fera pas sans elles. Il faut leur dire, mais voilà, comment, vous aussi, vous pouvez vous transformer. Est-ce qu'il y a des filières qui existent? Comment on peut aider à structurer des filières? Vous parliez
parlé tout à l'heure de la situation financière de Bordeaux, Oui. de la guerre. Alors, je me suis amusée à faire une petite comparaison. Le taux communal sur la taxe foncière est de 20,29% à Toulouse, 8,37% à Paris et 29,51% à Bordeaux. Pourriez-vous nous donner une explication, en fait, qu'on a un taux quand même qui est assez élevé pourriez-vous envisager une baisse de ce taux et si non? Alors, oui, on caracole en tête en termes de pression fiscale. Ici, c'est quand même vraiment très élevé. Alors, je dirais qu'il y a une partie du problème qui est résolu par le gouvernement puisqu'il supprime la taxe d'habitation. Donc, si, les 20% restants, c'est dans le projet de loi finance en 2021, c'est terminé pour tout le monde, cet impôt va disparaître. Cet impôt va disparaître. Il a été supprimé pour 80% des ménages. Bon, après, sur la taxe foncière, elle est très élevée. Est-ce qu'on peut la baisser? Au-delà de la baisse cosmétique, c'est très facile pour un élu, je vous baisse de 1% le taux, comme ça je fais une belle communication politique, sauf que j'ai modifié mes bases, j'ai revalorisé mes bases, c'est ce qui s'est passé à Bordeaux, des fois les taux ont baissé, mais comme les bases ont augmenté, la pression fiscale a augmenté. Bon. Je vais vous dire, je crois qu'on n'est pas dans une situation où on peut baisser les impôts. Enfin, je crois que ça serait très démagogique de ma part de le dire comme ça. Moi, je voudrais y voir clair sur la situation financière de la ville et de la métropole. Mon sentiment, c'est que la situation financière n'est pas bonne. Non pas quand je regarde de manière rétrospective. Il y a eu, pour ceux qui y Sud-Ouest, un article récemment sur la base des données entre 2014 et 2018 qui disent que la situation est saine. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder les projections financières de la métropole et de la ville jusqu'en 2022. Et en fait, par exemple, l'endettement de la métropole passe de 3 ans à 12 ans. Pourquoi je dis en année? Parce qu'aujourd'hui, il faut 3 ans pour rembourser la dette de la métropole. En 2022, il en faudra 12. La ville, il en faut 4 pour rembourser sa dette. En 2022, il en faut 8. Pourquoi? Parce qu'en fait, la métropole, d'une part, a énormément investi et pris des décisions d'allongement des lignes de tram, très loin, et doit renouveler tous les trams. Donc on a devant nous un vrai mur d'investissement, qui fait que, 1, on ne peut pas tout promettre, 2, je ne sais pas quelle est la capacité demain à baisser les impôts, et 3, alors même qu'on veut recruter dans les crèches, pour s'attaquer à la question du logement, je pense que ce ne serait pas sérieux de ma part de dire je vais baisser les impôts de manière un peu électoraliste et le lendemain des élections dire bah, je suis désolé. Le lendemain des élections, ce qu'on fera, c'est quand même un audit complet sur la situation financière, y compris des moyens, où sont-ils alloués. Et je pense que ça, il faut le faire. Donc moi, l'engagement que j'ai pris, c'est de ne pas augmenter les impôts parce que vraiment, on a un niveau de pression fiscale qui sera complètement insupportable pour toutes les Bordelaises et les Bordelais. Et je crois que ce serait pas très sérieux de ma part d'annoncer une baisse d'impôts. Peut-être qu'un jour on pourra le faire, mais aujourd'hui je préfère rester sérieux et non démagogue. Et du coup, après l'emprunt de plusieurs centaines de millions pour le logement, là, on passe à combien d'années d'endettement? Non, parce que la différence, c'est du budget d'investissement. C'est un prêt de la Caisse des dépôts qui nous permet, avec un loyer d'argent qui est quasiment nul, sur 80-90 ans, en même temps d'investir et d'avoir d'ailleurs des revenus. Je vous ai expliqué par exemple la dissociation de ce qu'on appelle le foncier et le bâti. Qu'est-ce qui se passe dans les autres villes qui le font? Vous mettez à disposition votre terrain et en fait vous le louez à 1 euro, 2 euros du mètre carré. Donc le propriétaire d'un logement, il va acheter un logement et payer entre 40 et 45 euros par mois. Donc en fait c'est une source de revenus qui amortit votre emprunt. Mais si vous voulez, vous verrez dans les autres projets. Je vois le projet porté par Communauté d'Avenir et Nicolas Camarian. Ils disent, ben oui, il faut 2 ponts, il faut une prolongation des lignes de tram, il faudra un téléphérique. Comment dire? C'est pas raisonnable, quoi. On ne peut pas se permettre ça. Et il faut le dire. D'abord, on ne peut pas se permettre financièrement, et sur la mobilité, il nous faut des solutions immédiates. C'est là où il faut changer de regard et changer nos infrastructures. Donc on a fait des choix dans le projet. On a fait des choix. Mais je n'ai pas été jusqu'à dire on peut baisser les impôts. Parce qu'objectivement, j'ai un doute sur la capacité à le faire. Alors même que les engagements qui ont déjà été pris sont très importants. Merci. Alors, on va passer aux questions un peu plus libres. Allez-y, je ne sais pas si... Allez-y, et après on en a aussi. Moi j'ai une question sur le RER métropolitain, vu que le rail au niveau régional, c'est un peu la compétence de la région. Comment voulez-vous développer ça à l'échelle d'une ville ou peut-être
discuter au niveau de la métropole, pouvoir financièrement avoir les leviers et convaincre éventuellement la SNCF de pouvoir vous suivre là-dessus, tout simplement. Alors, le projet de RER métropolitain, c'est un projet porté par la région. Et je pense que c'est un très très bon projet. Pourquoi c'est un très bon projet? Parce que les rails existent. Parce que demain, si vous avez un RER, qu'est-ce que c'est un RER? C'est un train, mais qui est fréquent. Voilà, pour prendre un exemple de Saint-Louis, que je connais bien, si vous avez un train tous les quarts d'heure, aux heures de pointe, celui qui prend sa voiture, il ne prendra plus sa voiture parce qu'il prendra le train pour la gare Saint-Jean. Et je pense que si on maille bien tout le territoire, parce qu'on a une grande partie de la circulation qui arrive notamment sur la rocade et autour, qui arrive de territoires lointains, y compris des jeunes qui ont été s'installer à 20, 30 km avec leur famille et qui arrivent en voiture et qui arrivent en butée sur toute l'agglomération complètement congestionnée. C'est pour ça que c'est fondamental. Et je pense que vraiment, la solution ferroviaire, elle doit être poussée. Elle est aujourd'hui lancée. La métropole, elle est forcément partie prenante à un projet comme ça, parce que pour accélérer les travaux, tout ça, on lui demande sa contribution au projet. Moi, je pense qu'il faut maintenir cette contribution-là. Il faut pouvoir soutenir ce projet. La SNCF est forcément engagée, puisque c'est ses ouvrages, ses infrastructures. Donc il y a déjà un plan qui est lancé. Je trouve que ça vient qu'il y ait du consensus politique sur certains projets. Et il y en a, et moi je soutiens ce projet-là, qui rentre bien dans notre philosophie, qui est de dire mieux utiliser les infrastructures. En revanche, nous on pense que ce RER, il doit aussi tenir compte des nouvelles formes de mobilité. Par exemple, on veut des wagons qui permettent plus massivement de poser par exemple des vélos dans les wagons. Pour que ceux qui arrivent de plus loin, une fois qu'ils arrivent gare Saint-Jean, ou sur une autre gare, la Médoquine, la Talence, hop, on continue en vélo. C'est pas les mêmes wagons. Les trains soient adaptés pour ça. Donc c'est ça qu'on porte. On porte l'idée à la fois de soutenir le projet, mais de l'adapter à l'intermodalité, c'est-à-dire de pouvoir changer de modalité de transport. En fait, c'était ma question. Désolé, excusez-moi. Non, c'est parfait, je vais la compléter. Vous parliez tout à l'heure d'innovation et numérique. J'ai vu dans votre programme que vous proposiez une application unique sur les modes de transport. Ben, on pense que les solutions liées à la mobilité, ce n'est pas une seule solution qui nous arrivera à répondre à notre problème. Vous l'avez vu, on veut s'appuyer sur le RER métropolitain, on veut transformer la rocade, développer les parcs relais tout autour de Bordeaux. Parce que les parcs relais sont saturés. Et quand les parcs relais sont saturés, ceux qui arrivent de loin, ils continuent en voiture. Normal, on n'a pas la place du vélo dans la ville. Mais ensuite, il faut pouvoir passer d'une modalité de transport à l'autre. Et en mixant le public et le privé. Et nous, on veut faire une application qui vous permet demain de prendre le réseau TBM, prendre le réseau RER, TER, basculer sur le réseau TBM, basculer sur le réseau privé de type les scooters en libre service, utiliser la même application pour réserver votre parking de covoiturage. Bref, que ce soit simple et que qu'on puisse passer sans arrêt d'une modalité à l'autre, sans couture. Et je pense que le numérique, ça peut nous aider à apporter des solutions de mobilité plus simples. Après, je crois que le numérique, il peut nous aider à concevoir différemment le transport dans la ville. Moi, il y a une proposition que l'on porte en particulier qui portait la question du bien vieillir dans la ville. C'est vous aussi, non? Il disait pour les personnes... il y a personne c'est vous, pour les personnes âgées, pardon, excusez-moi. Pour les personnes plus âgées, comment on continue à se déplacer? Oui. Des fois, la ligne de bus, la ligne de tram, elle est à 500, 600 mètres de chez vous. Je connais des personnes qui vieillissent, qui ont des difficultés à se déplacer. Nous, on veut développer des navettes, que dans le réseau, la flotte TBM, on ait des navettes dites à la demande. Ce sont des minibus ou des petits bus de taille plus réduite qui n'ont pas d'itinéraire fixe. Et donc vous signalez, vous habitez à tel endroit, vous dites, ben voilà, je veux partir de chez moi et aller à tel endroit. Puis chacun, dans le cours de la journée, dit ce qu'il veut faire. Et du coup, le bus n'a plus de ligne fixe, avec le numérique et l'intelligence artificielle, ça existe dans d'autres villes, va faire son propre trajet. Et je pense que c'est très important pour les personnes plus âgées, par exemple. Oui, si je peux interagir avec Bien vous sûr. aussi, même pour par exemple les feux verts et les feux rouges pour les piétons, le temps pour le passage il n'est pas adapté pour des personnes à mobilité réduite ou à des personnes qui se déplacent très lentement. Il y a aussi les petits commerçants du coin, ils sont de moins en moins, il n'y en a plus, et pour les personnes âgées, ils ont besoin
d'avoir ce petit commerçant qui se trouve à 200-300 mètres à la ronde. Et ce sont des choses qui sont en train de changer et je ne sais pas, il devrait y avoir des initiatives pour contrôler tout ça. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour bien vieillir dans la ville, d'abord, il faut pouvoir toujours continuer à se déplacer, pas rester enfermé chez soi, Oui. sinon c'est l'isolement et on vieillit mal. On vieillit plus vite, disons, je crois. Ouais, c'est ça. Et puis après, rester dans la ville, c'est pouvoir être autonome, c'est-à-dire faire ses courses. Parce que les courses, c'est l'autonomie, c'est rencontrer du monde, et donc il faut du commerce de proximité. Nous, quand on dit on veut une ville différente, plus proche, plus humaine à la maille des 16 quartiers, on se dit dans chacun de ces 16 quartiers, il faut pouvoir accéder facilement aux services publics, bon, être bien desservi par les transports, mais également y retrouver les éléments élémentaires de la vie en société. Et les commerces de proximité en font partie. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on encourage le commerce de proximité? Alors, premier élément, pour encourager le commerce de proximité, il faut arrêter de construire des grandes surfaces commerciales aux abords de Bordeaux et dans Bordeaux. Je prends très souvent un exemple, c'est celui de la rue bordelaise. La rue bordelaise, c'est la rue Saget, aujourd'hui, qui va de la gare au quai. C'est 27 000 m² de grandes surfaces commerciales pour les grandes enseignes. Donc on va casser la rue, on va faire un truc que vous retrouvez dans n'importe quelle autre grande ville du monde, sans âme, sans identité bordelaise, et qui va continuer à affaiblir le commerce de proximité, et le commerce indépendant, et le commerce de centre-ville. Donc moi, j'arrête ce projet. Je l'ai déjà dit plusieurs reprises, j'arrête ce projet qui est contraire à notre vision de la façon dont on veut faire la ville demain. Donc déjà, j'ai envie de dire, il faut stopper l'hémorragie. Pour stopper l'hémorragie, il faut arrêter de construire ce type de grande surface. Et ensuite, il faut que la ville, elle assume sa fonction foncière et sa fonction de construction de pied d'immeuble. Dans le PLU, vous pouvez dire la destination de ce pied d'immeuble-là, moi on a besoin de commerce de bouche, on a besoin de tertiaire. Et ensuite, il faut pouvoir les encourager. Et pourquoi ma proposition sur le foncier et l'immobilier, elle est fondamentale, c'est quand demain, vous avez acquis les terrains et que vous allez négocier avec un promoteur, un bailleur social, dire, ben voilà, là je suis capable de vous le louer, de vous le vendre, je mets une condition, c'est que là, on va prendre une boulangerie. Il nous faut une boulangerie dans le quartier. Donc vous vous débrouillez, puis il faut un loyer adapté. Donc vous faites un peu de péréquation là, entre les différents, entre le libre, et vous allez adapter pour permettre qu'on installe les commerces indispensables à la vie de quartier. Parce qu'une ville, un quartier sans commerce, c'est un quartier très triste dans lequel on vieillit mal. Et puis, vous n'avez pas mentionné un élément qui manque beaucoup quand on veut bien vivre dans la ville. Ça a l'air de rien, mais c'est des bancs. Parce que pour aller jusqu'à la boulangerie, qu'on aura mis en pied d'immeuble après avoir négocié, il faut pouvoir y aller et revenir. Et des fois, peut-être qu'il faut faire les 400 mètres. Mais les personnes âgées qui veulent rester à domicile, elles ont besoin de pouvoir s'arrêter sur le chemin. Et comme il y a très peu de bancs dans la ville, de moins en moins de bancs dans la ville, et du coup, on rend la vie des seniors, enfin plus que des seniors, des personnes âgées, avancées en âge, je dirais, très difficile. Voilà. Regardez nos grandes places, regardez nos grands espaces publics, ça existe très peu. Ça existe très très peu. Ouais. Merci. Alors j'avais une question un peu fourre-tout, mais du coup je vais peut-être rebondir sur ce que vous avez dit sur les enjeux de gouvernance de la métropole. Oui. Et sur l'élection des conseillers et j'imagine du président au suffrage universel direct. Et comme vous le mentionnez, il faut une loi qui aujourd'hui n'existe pas. Tout à fait. Donc qu'est-ce que vous, en tant que maire de Bordeaux, sachant que vous n'avez pas de pouvoir législatif, Bien sûr. vous pouvez faire? Mais déjà, c'est le demander. Ce que personne n'a fait. Parce qu'à Lyon, vous savez qu'à Lyon, là, les Lyonnais, le 15 mars, ils vont faire ça. C'est énorme, voilà. Et oui, parce qu'ils l'ont demandé. Donc aujourd'hui, personne ne l'a demandé ici. Chacun est arc-bouté sur son territoire, sur les 28 communes. Donc moi, je l'ai dit, je suis clair, je dis, moi, maire de Bordeaux, je proposerai au gouvernement puis au Parlement une évolution législative pour transformer la gouvernance de la métropole. C'est notre handicap. Et puis, c'est un déni de démocratie insupportable. Imaginez que tous les moyens, toutes les compétences sur la métropole, et nous, là, on ne nous demande pas notre avis sur la métropole. C'est quand même un sacré déni de démocratie, quand même. Il faut un lien entre l'élection et les moyens, l'élection et le pouvoir. Sinon, qu'est-ce qui se passe le lendemain des élections? Les 28 communes, enfin les représentants, d'ailleurs, les représentants, ils se vivent comme ça. C'est pour vous dire que le fait métropolitain a très peu de pouvoir. Ils représentent leur ville en conseil de métropole. Comment vous voulez avoir un projet cohérent si vous êtes là en tant que
conseiller métropolitain de Bordeaux, de Pessac, du Haillan, du Bousquin. Et donc moi je vais poser cette évolution législative. C'est ça notre conquête démocratique locale, et c'est surtout ce qui nous permettra d'avoir un développement plus harmonieux. Il faut que les conseillers métropolitains demain, quand ils sont conseillers de métropole, ils se disent pas, moi je suis de Bordeaux, voilà. Je suis là pour défendre les meilleures solutions à l'échelle de la métropole. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une, comment dirais-je, qu'il n'y ait pas une préoccupation sur l'équilibre territorial dans la métropole, où est-ce qu'on met les zones d'activité, comment on soutient les quartiers ou les villes en plus grande difficulté. Mais ça me paraît fondamental. J'avais encore 2 dernières questions, et si quelqu'un a une question. Moi, j'ai une question. Je voudrais savoir, c'est quoi votre position par rapport au projet participatif, et est-ce que vous avez une vision pour favoriser ces initiatives-là qui existent déjà à Bordeaux? Oui. Et est-ce que vous avez une vision pour favoriser plus de projets participatifs avec la communauté? Oui. Alors, parallèlement, comme je vous disais, vraiment notre projet autour des quartiers structure beaucoup de choses. Ça structure aussi notre vision de la vie citoyenne. Aujourd'hui, je veux dire, le budget participatif c'est bien, mais si vous êtes vraiment un adepte des nichoirs, des murs végétalisés, c'est des tout petits projets, c'est pour aller faire de l'acupuncture dans la ville. Nous, on souhaite que nos 16 quartiers, il y a d'abord 16 élus dans la ville qui représentent ces quartiers et qui fassent vivre la vie de quartier. Et on veut déconcentrer une partie du budget de la ville et qu'on l'affecte à chacun des quartiers dans lesquels, justement, on construira avec des ateliers citoyens, des évolutions d'espace public, des évolutions de l'équipement public, des initiatives culturelles ou associatives, et qu'on aille beaucoup plus loin d'une certaine manière que le seul budget participatif. D'autre part, pour activer cette vie citoyenne, il faut revoir nos conseils de quartier existants. Aujourd'hui, le conseil de quartier, vous avez une partie des membres qui sont désignés par la mairie. C'est l'élu, le maire du quartier qui préside un peu la réunion. Donc il faut vraiment qu'on fasse vivre cet engagement pour le quartier. Et puis moi je crois qu'il faut reconnaître aussi des droits permanents, plus forts. C'est-à-dire qu'au-delà d'élections, tous les 6 ans, moi j'ai proposé, et c'est dans notre projet, de créer un droit d'initiative citoyen. C'est-à-dire si 10% des inscrits sur les listes électorales à Bordeaux souhaitent voir inscrit un sujet à l'ordre du jour au conseil municipal, qu'ils puissent le faire. Parce que je considère qu'au bout d'un moment, 10% des inscrits, c'est quand même une part importante de la ville, et ça veut dire que si on n'en débat pas en conseil municipal, c'est qu'il y a un problème. Dit autrement, je ne vois pas pourquoi on ne débattrait pas d'un sujet qui a recueilli le support de 10% des inscrits dans Bordeaux. Donc on ouvre cette respiration, pour rester sur votre aspiration profonde que Bordeaux respire, respiration démocratique. Dans la composition de votre liste, oui. Quelle est la part de personnes n'ayant jamais eu de mandat électoral? Quelle est la part de représentation de chaque je dis minorité, mais en fait, de personnes handicapées, de jeunes, de personnes plus seniors. Alors, déjà, on a présenté, moi j'ai présenté, c'était une quinzaine de jours, ou 3 semaines peut-être 3 semaines, les 20 premiers visages qui incarnent Renouveau Bordeaux. Afida en fait partie, et à côté d'elle, nous avons des gens d'horizons très différents, d'âges très différents, de quartiers très différents. Des gens qui travaillent dans le public. Il était à la radio ce matin, donc je peux citer Antoine Tabarin, mais Afida, ministère de la Justice. Des chefs d'entreprise. Celui qui a créé l'Alchimiste, par exemple, torréfacteur, mais aussi Baptiste Yvena, qui est un start-upper, mais quelqu'un qui incarne plus le monde industriel, Xavier Surgy, qui est vice-président de l'UIMM. On a des gens d'origine. On a des retraités. Un retraité, par exemple, qui était journaliste à Sud-Ouest. Donc, moi, je souhaite à la fois proposer au Bordelais l'équipe la plus compétente, parce que ce qui relie toutes ces personnes d'origine, d'âge, d'expériences différentes, c'est qu'ils ont quelque chose à apporter à la vie, ils en ont envie, ils ont quelque chose à apporter à la vie. Et aucun d'entre eux, d'ailleurs, dans les 20, n'a eu un mandat. À l'exception de l'une d'entre elles, qui était conseillère municipale bénévole à Vendaille-Montalivet, une petite bourgade de quelques centaines d'habitants. Mais personne n'a eu de mandat.
Je ne dis pas que dans ma liste finale, dans les 65 ans, il n'y aura pas des gens qui ont déjà eu un mandat. Mais ce sera de manière très minoritaire. Très minoritaire. Donc le sujet vraiment, pour nous, c'est d'amener de nouvelles personnes à exercer ces fonctions-là en reconnaissant que ce n'est pas un métier, ça ne peut pas devenir un métier. Alors, du coup, Allez-y. là-dessus, enfin, c'est très bien, je pense, de renouveler la vie politique, mais est-ce qu'on ne pourrait pas reprocher un manque d'expérience et du coup se dire est-ce qu'on va voter pour des gens qui n'ont aucune... Mais vous savez, quand vous avez un ancien bâtonnier, un chef du service au CHU, un chef d'entreprise, universitaire, chercheur, agent public, un ingénieur aéronautique, une directrice de crèche, ce sont des gens compétents. Ils sont investis dans leur... Heureusement. Ben oui, ils sont compétents. Ils sont compétents. Et c'est pour ça qu'il y aura dans cette équipe aussi des gens qui ont exercé un mandat. Et je considère que la compétence, elle s'acquiert non pas en cumulant les mandats dans le temps, mais elle s'exerce aussi parce qu'on a fait, ce qu'on a fait dans sa vie professionnelle, dans sa vie associative, dans sa vie, quoi. Bon. Et voilà, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça l'enjeu. D'ailleurs, on l'a dit un peu au niveau national, il y a eu un profond renouvellement de l'Assemblée, par exemple. Bien sûr que dans le haut, il y a eu des erreurs peut-être de casting, mais je pense qu'il y en a eu dans les décennies précédentes, des erreurs de casting, je veux dire, et que ça fait énormément de bien à la démocratie de renouveler, voilà, d'amener, et je veux dire, la diversité, notamment des parlementaires aujourd'hui, elle est nettement plus forte dans toutes les composantes. Hommes, femmes, public, privé, âge, que ce qui a eu lieu pendant de nombreuses décennies en France. Du coup, je me permets de rebondir sur ta question. Donc là, vous avez cité effectivement, vous prenez un fort renouveau et un fort renouvellement sur votre liste, mais on a effectivement des personnalités connues, notamment Constance Molla, qui effectivement a été conseillère municipale et donc qui a rejoint, ou du moins qui vous soutient, et ça de manière... Me soutient, oui. Voilà. Tout à fait. Et un autre élu, effectivement, Jean-Louis David également. Bon, c'est de notoriété publique. Qu'est-ce que vous en pensez et quel est votre positionnement sur ce sujet? Jean-Louis David, par exemple, pour parler de lui, élu et engagé depuis Chaban. Et Jean-Louis David ne sera pas dans ma liste, par exemple. Et Jean-Louis David, qui est un adjoint au maire historique, il a dit je me reconnais dans votre projet pour Bordeaux. Il a notamment créé la première maison de quartier à Saint-Augustin. Et il a dit cette vision de la ville autour des 16 quartiers et tout ça, je pense que c'est ça l'avenir de Bordeaux. Je pense. Et donc il a dit moi je soutiens le projet de Thomas Cazenave, mais il ne sera pas sur ma liste. Il ne sera pas sur ma liste. Il n'en a jamais été question, je ne l'ai pas demandé et je ne lui ai pas proposé non plus. Parce que voilà, moi je tiens au renouvellement de la politique locale. Qu'on ait des élus, on parlait de Constance Molla, Stéphanie Giverneau, de l'équipe municipale actuelle, qui disent c'est le moment du choix, on a un tournant majeur pour Bordeaux, et je me reconnais bien là dans la dynamique avec Renouveau Bordeaux, avec Thomas Cazenave, c'est très bien. Je ne vais pas dire non, moi je veux pas de... C'est très bien. C'est très bien aussi. Et je vais vous dire, on a rassemblé aussi, pour moi c'est un élément très important, on n'a même pas posé la question, mais on me la pose des fois, donc je me dis, mais pourquoi avoir lancé Renouveau Bordeaux alors que vous êtes soutenu par La République En Marche? Certains m'ont posé. Mais pourquoi? Parce qu'avec moi, j'ai des gens qui n'ont eu aucun engagement politique et qui objectivement ne veulent être membres d'aucun parti. Qui me disent, moi je veux pas être marcheur demain. J'ai des gens qui étaient au Modem et qui sont au Modem. Des gens qui ont été engagés par le passé au Parti Socialiste, d'autres chez Vincent Feltès, d'autres dans d'autres partis. Ils disent, moi je m'engage sur ce projet-là, avec cette vision-là, avec cette incarnation-là, c'est-à-dire les 20 premiers plus moi, je me reconnais là-dedans. Donc c'est pour ça que j'ai lancé Renouveau Bordeaux, aussi pour qu'on puisse se rassembler, en fait, qu'on puisse se rassembler. Et se rassembler, c'est aussi recevoir le soutien d'élus de la majorité actuelle. Merci. Non, j'avais une question conclusive. J'ai deux questions. Alors juste une question rapide et une deuxième qui est un peu plus développée. On entend beaucoup de candidats, notamment LREM, qui se présentent et on sait d'avance qui ne resteront pas s'ils sont élus, notamment le Premier ministre au Havre.
je voulais savoir pour vous, si vous étiez élu, si... Moi, j'ai fait le chemin inverse. J'étais comme délégué interministériel auprès du Premier ministre. Je ne cache à personne ma proximité avec le président de la République. Bon, elle est connue, elle est en fait bien antérieure à la politique parce qu'on était voisins de bureau. Ça crée des liens, bon. Et donc j'ai fait le chemin inverse. Moi, j'aurais pu rester dans mes fonctions professionnelles. J'étais quand même très, très au cœur aussi de toutes les problématiques. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est m'engager pour ma vie. Et pourquoi? Parce que je me suis toujours engagé au sein du service public. On évoquait Pôle emploi avec vous tout à l'heure. Et je trouve que quand on aime le service public, ce qui est mon cas, parce que j'ai quand même consacré, à part chez Orange, l'essentiel de ma carrière professionnelle, ben, je vais vous dire, une ville, c'est ce qu'il y a de plus passionnant en fait. Parce que j'en ai fait des réunions de ministres, des réunions de président de la République, à Matignon et tout ça. Mais quand on veut, d'une certaine manière, apporter sa pierre à l'édifice, avoir un impact, ben, une ville, c'est quand même super. Bon, c'est la question du logement, c'est la question de la mobilité, c'est la question de l'inclusion, de la construction de la ville, de la politique culturelle. Donc moi, je m'engage pour ma ville. Et je ne m'engage pas à Bordeaux pour aller à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, je serais resté travailler à Paris. Donc ma seule ambition, c'est de porter le projet qu'on a construit. Et c'est surtout le seul moteur interne que j'ai. J'ai toujours fait des choix comme ça, y compris quand je me rappelle mes amis inspecteurs des finances qui me disent qu'est-ce que tu vas faire à Pôle emploi, tu devrais aller à la BNP. Et oui, mais je vous raconte. Et moi je leur ai dit, mais vous m'ont dit, oh là tu fais une connerie, sur le plan professionnel, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit non, c'est ce qui me plaît. J'ai fait pendant 4 ans et demi, je veux dire, j'ai pris un plaisir fou, voilà. Et je le fais parce que j'y crois, tout simplement. C'est ce qui me plaît. C'est pour ça que j'ai démissionné de mes fonctions pour le faire. Vous aviez 2 questions. Oui. J'aurais aimé avoir votre avis sur ce flux très important des paquebots de croisière qu'on a à Bordeaux. D'un point de vue, évidemment, mobilité, j'ai lu des choses, donc je sais que vous avez votre avis là-dessus. Donc d'un point de vue mobilité, parce que je pense que c'est important pour les Bordelais, mais aussi d'un point de vue écologique. Oui. Alors, d'un point de vue mobilité, j'ai dit quelque chose de bon sens, je crois. J'ai dit, bon, il faut arrêter de lever le pont aux heures de pointe. Non, franchement, le coup du pont vendredi à 18h, c'est juste insupportable. C'est juste au bout d'un moment, quand on a besoin de se déplacer et que c'est déjà très saturé et qu'on fait un truc comme ça alors qu'on n'a pas assez de franchissement et que c'est l'enfer, il faut arrêter. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui habite à la Bastille et qui a son entreprise rue H. Et lui, des fois, parce que le pont il se lève à 7h30, il ne peut pas aller travailler. Il prend sa matinée, parce qu'en plus, c'est 3 heures, hein, tout compris. Donc ça, il faut arrêter. Au bout d'un moment, on fait prévaloir l'intérêt des Bordelaises et des Bordelais. Et bien, le circuit du croisiériste, il va s'adapter au fait que je suis désolé, on ne peut pas passer le vendredi à 18h, le lundi à 7h30. Et donc, soit il vient un autre jour, soit il vient à un autre moment, soit à un moment, il ne vient pas. Mais je pense qu'il faut un meilleur équilibre. En revanche, je ne suis pas contre la présence des paquebots dans la ville. Bon, parce que soit on dit ça pollue le centre-ville, et donc on dit on veut toujours les paquebots parce que c'est bien pour les touristes, enfin c'est bien pour les commerçants qui accueillent des touristes, les restaurateurs, et donc on va les mettre un peu plus loin. Mais si je les mets un peu plus loin, vous allez dire quoi, ceux qui habitent Bacalan? On va leur dire alors là, encore plus loin, mais alors dans ces cas-là, est-ce qu'ils viendront toujours dans Bordeaux? Donc il y a un sujet, c'est qu'en revanche, il faut être vis-à-vis d'eux beaucoup plus exigeant sur les normes environnementales. C'est-à-dire les filtres, les moteurs qu'ils utilisent quand ils sont hackés. Il y a quand même un peu d'évolution, mais il faut être beaucoup plus... Mais je vais vous dire, si on veut parler qualité de l'air dans Bordeaux, parce que c'est de ça dont il s'agit, vous savez que c'est 1% des émissions. Le reste, si on veut parler de qualité de l'air, il faut parler voiture et moteur thermique. Il ne faut pas se tromper de combat, je veux dire. Le vrai combat de la qualité de l'air dans Bordeaux, ça reste la question de la voiture et de ses émissions. Moi, par exemple, j'ai proposé qu'on laisse, que d'ici 2026, plus aucun camionnette de livraison à moteur thermique ne puisse rentrer dans la ville. On leur laisse plusieurs années pour se convertir, ça sera 0 émission. Pourquoi? Parce que sur la métropole, c'est 500 000 km par jour qui sont parcourus. Et qu'elles sont très nombreuses, qu'elles ont explosé ces camionnettes avec le commerce électronique. Et
Deuxième élément, il faut que tous nos transports collectifs, les bus en particulier, zéro émission. Donc il faut vraiment qu'on s'attaque aux émissions des véhicules dans la ville. Dans la ville, parce que le long des cours, le long des boulevards, je veux dire, c'est pas les paquebots. C'est vraiment la voiture. Et vraiment les camions de livraison et les transports. Je peux rebondir ou pas? Vas-y, Jeff, vas-y. Parce que vous citez souvent en exemple Lyon, j'ai remarqué depuis tout à l'heure, et étant allé à Lyon il n'y a pas très longtemps, j'ai vu qu'ils ont instauré le système de vignettes critères dans une très grande surface de la ville. Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut être transposé à l'échelle de Bordeaux? Oui. Moi, je crois que comme on doit s'engager sur une amélioration de la qualité de l'air, progressivement, il faut qu'on convertisse le parc qui rentre dans Bordeaux à des normes environnementales. En revanche, il met juste une condition, c'est qu'on ne peut pas brutaliser. C'est-à-dire que souvent, ceux qui ont parfois les véhicules les plus anciens, les plus polluants, sont souvent les plus fragiles, qui n'ont pas les moyens de changer leur véhicule. Donc il faut laisser du temps, il ne faut pas le faire de manière brutale, mais nous on portera, j'allais dire, une transition progressive sur le fait qu'effectivement, critères 6 et 5, dans quelques années, c'est plus possible. Et on va monter comme ça. En revanche, il faut laisser du temps aux gens pour éviter de se retrouver comme on l'a fait sur la trajectoire carbone, où à un moment vous augmentez le prix de l'essence, le prix du diesel, et que ceux que vous pénalisez, c'est ceux qui se sont éloignés, qui du coup avaient pris un diesel parce qu'ils consomment le plus, et qui se retrouvent là pour venir bosser ou comme ça et qui ne peuvent pas. C'est aussi pour ça qu'il faudra des parcs relais tout autour de la métropole. Merci. Il n'y a plus de questions libres. Solène, il reste 2 questions. Oui, alors. Et les 2 dernières. Une question plutôt conclusive. Oui. Pourquoi nous, Jeunes Chambres économiques, association de leaders citoyens investis bénévolement pour améliorer le territoire, devrions-nous voter pour vous? Parce que je crois qu'on partage ensemble l'idée de l'engagement. Moi je m'engage, je suis un peu comme vous, chacun à sa façon s'engage dans sa vie. Moi je m'engage pour ma ville. Je pense que je peux être utile à la ville, je pense que je porte un projet d'avenir pour la ville. Et je pense que et vraiment ça me permet de faire une parenthèse, je pense que c'est très important de garder la culture de l'engagement, y compris de l'engagement associatif. C'est très important de se dire que le monde économique, parce que vous êtes quand même lié à une dimension économique quand même dans votre engagement, je pense qu'on ne fait pas la vie tout seul. On ne fait pas la vie tout seul. En fait, c'est pas qu'un problème de politique municipale. On ne transformera pas, on ne réussira pas la transition écologique, par exemple, si on ne s'engage pas tous dans l'innovation et tout ça. Donc, moi, je partage cette fil de l'engagement et mon souhait, c'est vraiment ouvrir ce nouveau chapitre pour Bordeaux. De ne pas rester dans cette idée selon laquelle on serait pris dans la logique de l'héritage en permanence. C'est pas possible de projeter une ville comme ça. Voilà, j'ai à la fois l'énergie, l'équipe autour de moi qui l'incarne, le projet dont je considère qu'on a vraiment beaucoup travaillé ces derniers mois pour faire le meilleur projet pour Bordeaux. Et voilà, je suis avec toutes celles et ceux qui m'entourent bien déterminé pendant les 4 prochaines semaines à aller le défendre porte après porte, association après association, voilà, parce que je pense que la vie en a besoin. Alors, une dernière question, je vais la poser. C'est un peu traditionnel quand quelqu'un se parle devant une assemblée. Si vous pouviez, comment vous définiriez-vous en un mot, tout simplement? Moi? Oui. En un mot? Vous avez vu, je suis assez bavard, donc déterminé. Merci.